une minute plus tôt, parce que comme ça nous donne une minute de rab. Et donc voilà, et on vous remercie beaucoup d'être là. C'est toujours un grand plaisir d'être là pour ce qu'on appelle nos UX Forums. Moi je suis Anne-Marie Levèvre du Cercle Entreprise et Santé, qu'on a monté il y a un petit moment. C'est l'horreur parce que en gros j'avais quelqu'un qui me dirait mais l'an prochain vous allez fêter votre 20e anniversaire. C'est juste l'épouvante. Et donc mais c'est quand même ça. Et donc et sur la question des exosquelettes, je dirais qu'on est là depuis un certain temps aussi. Ça fait en fait plus de 8 ans, et vous avez au premier rang celui que vous avez complètement à gauche qui est là et qui est le quasi j'allais dire père fondateur des UX Forum avec nous, qui est Lionel Giovanelli. Voilà, donc bienvenue à notre 22e UX Forum. Donc comme vous voyez, on a démarré en fait en 2017 carrément. Alors à l'époque, je dirais pas que vous qui étiez là, vos équivalents qui étaient là, nous regardaient en se disant qu'est-ce que c'est que ces fous avec leur drôle de machine, mais c'était quand même un peu ça. À l'époque, ces machins-là, ça pesait. Il y en avait certains qui faisaient dans les 8 kilos pour les légers, hein, et donc ça a bougé beaucoup. Donc bienvenue à vous. Je vais vous dire 2 mots peut-être. Qu'est-ce que j'ai fait de ma zapette sur qui on est? Mais non, mais je vais la trouver. Je la perds comme je tombe. Ça c'est classique. Et voilà, donc bienvenue au titre du cercle. Nous on est alors comme on dit un think tank do tank, c'est-à-dire qu'en gros non seulement on réfléchit, mais on fait passer le message sur tout ce qui est, j'allais dire, l'évolution de la relation au travail, au spectre de la santé, dans tous ses états, hein, santé physique, mentale, sociale, organisationnelle, voire derrière santé business aussi, parce que c'est la variable d'ajustement dont personne ne parle, mais qui quand même fait que on est globalement tous là. Mais surtout notre spécificité, et on remercie Préventica d'être là, c'est qu'ici on est dans une entre commerciale. Je veux dire, un salon c'est essentiellement ça. Mais nous, ce qu'on propose dans toutes nos actions, c'est un pas de côté, c'est-à-dire que dénué de visée commerciale ou institutionnelle là, pour pouvoir justement mettre en avant par nos UX Forums des solutions porteuses. On parlera pas de produits, mais vraiment des solutions qui sont des choses tout à fait préfigurantes, et on avance là-dessus. Et donc vous voyez notre, si on peut dire, notre marque de fabrique, c'est le tiret rouge que vous voyez là entre santé et travail. C'est pas la santé au travail, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste aussi que la santé globale au travail, qui est déjà plus notre truc, mais c'est toutes les interactions entre eux et les influences, quelquefois négatives, quelquefois positives, entre les deux, l'état de santé et la façon dont le travail évolue. Et je dirais qu'on se qualifie comme un tiers de vigilance. Voilà ce qu'on est. Donc 22e, mais on a une certaine antériorité et on est vraiment content d'être là. C'est toujours un grand bonheur d'être avec vous tous. Alors je vais pas dire que certains étaient en barboteuse, mais quand même il y en a 2 là, 3 là qui étaient quasiment en barboteuse quand on les a connus grâce à Lionel. Mais c'est ça. Et je veux dire, c'est aussi une technologie qui est en état maintenant de maturité. Alors je vous les présente. Alors ils sont pas dans l'ordre là, mais ça fait rien. Le premier, il est là devant moi, donc hop, debout qu'on te voit. Lionel Giovanelli. Donc Lionel, je vais vous dire, je me souviens quasiment de la première discussion avec toi au téléphone, et je sais même où c'était. C'était il y a presque 10 ans globalement là. Et alors je dis, à l'époque c'était que les gros, je parle pas de lui, hein, mais c'était que les très grandes entreprises. Donc c'était bien sûr alors SNCF, Kiel, Naval Group, Airbus, enfin donc des gros porteurs, hein, c'est globalement le cas de dire, parce que finalement il y avait que vous qui aviez les moyens de tester et de proposer. Voilà. Et progressivement les choses ont évolué beaucoup jusqu'à devenir, on le verra tout à l'heure, des choses tout à fait individuelles et qui permettent à des personnes, parce que on est maintenant sur une question de personnes, de pouvoir intégrer ces aides en conditions de travail. Alors à sa gauche et à ma gauche, Thomas Guittienne. Alors vous aussi, on vous a connu étudiant, doctorant, et maintenant monsieur le docteur, on est très fiers de vous avoir avec nous. Et je dirais qu'il incarne quasiment à lui seul le CARE en mouvement. C'est-à-dire que, mis à part que tu nous viens de Chambéry, c'est ça, par là, voilà, a passé sa thèse justement là-dessus, et il participe de l'animation d'un réseau qui est un réseau d'aide à domicile, et Dieu sait si je dirais l'aide à domicile ça cristallise
j'allais dire, le maximum des enjeux et des défis, à la fois par la position d'aide et la position de care, mais en même temps, à la fois le statut et quasiment la composition ou morphologie des aidants officiels, je dirais, des aidants professionnels de ce côté-là, avec aussi des questions aussi de maintenant de tranche d'âge. Voilà. Donc voilà, merci pour Mathieu. Ensuite, on a Clémence, docteur là aussi deux docteurs. Lui, c'est un doctorat de sociologie ou quelque chose comme ça, et là, docteur de chirurgien dentiste. Et donc notre Clémence Tellier, donc nous vient du Nord, et c'est l'utilisatrice. Alors, elle n'est pas venue avec son équipement, mais c'est l'utilisatrice directe d'exosquelettes. Et oui, donc à la fois c'est une personne avec un exercice, je dirais, professionnel fortement individuel, mais sur lequel ce que me disait, c'est que sans exosquelette, point de salut pour vous. À l'autre bout, et pardon, donc juste après, donc on a Nicolas Wust. Donc là, pour le coup, il y a le tropisme du Nord, il y a le tropisme du Sud-Est et un peu plus loin, puisque là c'est le tropisme suisse. Nicolas, donc je le connais depuis un petit moment, et quand je l'ai connu, il préparait il établissait une forme de nomenclature d'utilisation des exosquelettes et des cas d'exosquelettes pour la grande entreprise qui était la Poste, avec une approche suisse, c'est-à-dire extrêmement attentive aux personnes et aux métiers et aux postes, et extrêmement rigoureuse. Donc voilà, et maintenant vous avez ouvert globalement ton activité. Alors je reviens non, il est plus en barboteuse. Je reviens à Kevin Régis et le PDG que nous saluons, bien entendu, CEO que nous saluons de HMT, qui est effectivement de démarrage. C'était une start-up, une start-up de conception, de fabrication d'exosquelettes avec un tropisme très très particulier, justement très spécifique de démarrage, d'aide pour les conditions de travail, et on verra tout à l'heure les spécificités. Alors je dirais pas autre barboteuse, mais quand même pas loin. Anaïs. Donc Anaïs Cherel représente Japet Médical. Alors vous aussi, quand j'ai connu, je dirais c'était votre patron. J'allais pas dire qu'il se promenait dans Préventica avec une colonne vertébrale, mais en gros c'était à peu près ça. Et c'était le démarrage d'un type d'exosquelette motorisé bien spécifique. Et puis Frédéric, alors un autre médecin, donc mais médecin du travail et médecin de santé publique. Ça on aime bien parce que c'est une frange de recoupement où la santé de la population et la santé des individus est au moins aussi importante à prendre en compte que la santé travail. Frédéric est médecin du travail, coordonnateur, faut pas que je me casse la figure, à l'université de Picardie Jules Verne. Et alors si je le qualifiais de l'extérieur, je dirais que c'est une espèce de géotrouve tout génial, parce que à la fois il est sur les exercices professionnels officiels, donc ce qui nous montre, mais aussi sur, et cette fois-ci on est presque plus proche de la prévention tertiaire, sur la prise en compte de cas qui, s'ils n'étaient pas aidés par toi et par les équipements, ne pourraient pas travailler, et voilà. Et puis autre Frédéric qui est juste derrière là. Frédéric, alors mis à part Frédéric Tellier, professeur, donc on a notre otage professeur d'université, et qui est aussi, donc on est sur ces questions, de conditions de travail, on se connaît depuis des lustres, je dirais, et notamment des questions d'exosquelettes et autres depuis un moment. Voilà, c'était notre brochette d'intervenants. Et avant qu'on démarre, je voulais vous dire qu'en France on a un peu une spécificité, pas toujours positive, excusez-moi, mais qui est de trancher les choses. Et donc d'un côté il y a les exosquelettes professionnels. Alors là, on est officiellement dans un monde professionnel, et c'est bien. De l'autre côté, il y a les exosquelettes médicaux. Et donc là, alors vous avez ça, nous on travaille par exemple avec Raymond Poincaré à côté de Paris, où il s'agit là en fait de réhabiliter des gens qui ont des handicaps moteurs assez forts. Et c'est comme ça, les normalisations, les utilisations sont en règle générale tout à fait séparées et autres. Ce que je vous affiche là, et donc vous aurez le support et différents trucs là, c'est que ailleurs, et notamment vous avez un certain nombre de sites sur là-dessus,
tous les exosquelettes s'interpénètrent, c'est-à-dire à la fois ceux qui sont pour les professionnels, mais aussi ceux qui sont, alors pardon parce qu'on sera bientôt dans la fibre, pour les vieux, enfin pour les voilà, aussi pour ceux qui ont un handicap, sans que, et beaucoup, donc ça n'a pas de statut en France pour l'aide au sport. C'est-à-dire que là vous en avez pour vous aider à grimper plus vite, les trucs, ou au contraire pour vous freiner de telle sorte que vous faites plus d'exercices. Donc on voit que c'est un surgissement international de ces usages et des applications très important. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, ça je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est paru en gros dans les médias plutôt internationaux début février à l'occasion du premier de l'an chinois. Ils ont fait une grosse opération qui n'était pas qu'une opération de com, parce que vous savez qu'à cette occasion-là, vous avez un certain nombre de rituels tout à fait importants, et notamment, il y a un mont qui s'appelle, alors je sais pas où, qui est à l'est de la Chine, là, quelque part par là, qui s'appelle le mont Tai, et qui est il est réglé. On monte ce truc-là à l'occasion du Nouvel An. Alors ceux qui résistent, bravo, parce que c'est 7000 marches. Donc c'est 7000 marches et 6 heures d'approche. Et donc ils arrivent avec les pattes absolument en compote. Et là, la question là, ce qu'il faut que vous sachiez, si vous voulez, c'est que la Chine, c'est un peu plus d'1,4 milliard. Vous avez actuellement plus de 20% de la population, plus de 20% qui a plus de 60 ans. Ça veut dire que vous avez entre 300 et 400 millions de gens. Je ne sais pas si vous voyez, à notre échelle, c'est autre chose. Et nous, on dit chaque année, on a un thème. Donc l'an dernier, c'était en France, c'était le sport, santé, travail. Cette année, c'est la santé mentale, santé, travail. Pour eux, c'est la décennie. Et la décennie en Chine, c'est la décennie de l'exosquelette. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont en train de se rendre compte, si vous voulez, que le vieillissement de la population, ça sera 500 millions dans moins de 10 ans. Plus de 60 ans. Et donc tout cela, à la fois il faut les conserver en état, et ensuite il faut éventuellement les conserver au travail, parce que voilà. Et donc cet essai-là, c'était vraiment typique. Ils ont équipé 300 personnes avec donc l'office du tourisme local pour grimper. Et en même temps pour étudier ce qui se passait. C'était des exosquelettes tout à fait légers, moins de 2 kg, c'était 1,5 kg, et ou 1,7 kg je crois, et enrichis d'IA, donc susceptible de s'adapter à chaque personne. Un test pour l'instant, et donc ça va continuer à démarrer. Voilà. Donc on est vraiment, et bravo pour vous, et merci d'être là, et merci de les soutenir là. On est vraiment sur quelque chose qui est une tendance de fond. C'est-à-dire, quand on a démarré avec Lionel, moi j'avais été frappé par le Japon qui a, et notamment l'univers hospitalier. Et au Japon, je dirais que vous avez un usage 360 degrés des exosquelettes. C'est-à-dire que les patients réhabilités comme tout le monde, j'allais dire comme Agarche ou comme voilà, bon, mais aussi, j'allais dire ceux qui sont pas encore complètement écrabouillés, pour qu'ils puissent continuer à avoir une mobilité. Et donc vous avez les plus grands, donc vous aviez notamment Panasonic et d'autres qui sont présents sur des aides à la marche. Et des aides à la marche, voilà. Donc vraiment, question absolument essentielle et tout à fait importante. Alors, sur notre façon de procéder aujourd'hui, on va voir, si vous voulez bien, on avait dit le CARE en mouvement, on va commencer par voir les métiers du CARE. Et je vous propose, ça va être à toi, si tu veux bien, Mathieu, de montrer à la fois ton expérience au titre d'OxyLife, et puis au global, parce que j'imagine que ta thèse t'a amené à voir un peu large. Voilà, donc toi, voilà ce que j'ai mis comme visuel. À toi. Merci Anne-Marie. Donc effectivement, moi je travaille dans le secteur de l'aide à domicile et des soins à domicile. Donc c'est un secteur qui est largement sinistré, un des plus sinistrés en France, avec plus de 2,5 millions de journées de travail perdues chaque année liées au TMS, soit plus de 10 000 équivalents temps plein. Et donc une grosse problématique RH sur les absences qui sont liées soit aux accidents de travail directement, soit au TMS. Et ces TMS, quand on s'intéresse, donc ces troubles musculo-squelettiques, quand on s'intéresse un petit peu plus à leurs origines, ils sont généralement liés aux activités liées à la manutention, à la mobilisation des clients qu'on appelle les bénéficiaires, qui sont des personnes en perte d'autonomie, qui sont âgées ou en situation de handicap.
Et donc ces troubles musculo-squelettiques, ils trouvent leur origine, leur cause, donc sur les mobilisations, soit lors des aides au transfert, soit lors des aides à la toilette, qui sont globalement les deux activités les plus traumatisantes, les plus sollicitantes, et donc à l'origine de la majorité de la sinistralité, des accidents de travail et donc de ces altérations. Et à l'origine donc de ce travail de thèse, on s'est posé la question: quelles sont les causes? Donc ça, on les a à peu près expliquées, mais surtout, quelles peuvent être les solutions pour limiter cette contrainte physique par rapport aux spécificités de ces métiers-là. Parce que dans les métiers du care, les métiers liés au domicile ont des spécificités très particulières, celle de travailler dans un environnement qui est non normé, qui est toujours changeant. Chaque domicile a ses propres particularités, ses propres spécificités. La personne qu'on accompagne aussi, évidemment, c'est de travailler de manière isolée, on travaille seul. Donc ça, qui sont les deux particularités, on va dire les plus importantes, c'est le déplacement, puisqu'il faut aller d'un lieu de travail à un autre, et puis c'est aussi le manque de formation, puisque pour pallier aux absences, et c'est un peu le cercle vicieux de la ressource humaine, il y a un manque de formation cruel qui expose forcément les salariés à, pas forcément davantage de risques, mais en tout cas de moins savoir comment les prendre en considération. Et donc, en analysant un peu tous ces facteurs de risque, on s'est posé la question de quel pouvait être l'effet des exosquelettes sur ces métiers-là. Déjà, est-ce qu'ils pouvaient répondre à la contrainte physique, et puis est-ce qu'ils pouvaient être intégrés dans les processus métiers qui couvrent donc ces différentes spécificités. Et c'est pour ça qu'on a monté un projet de thèse qui s'est déroulé de 2021 à 2024, qui a eu pour objectif d'évaluer les effets techniques et environnementaux donc de différents types d'exosquelettes, donc des exosquelettes actifs, enfin un exosquelette actif, le Japet d'ailleurs, qui est un exosquelette motorisé donc pour le bas du dos, et des exosquelettes passifs pour aussi assister le dos et les membres supérieurs. Donc 3 types d'exosquelettes qu'on a testés. Alors là, les photos montrent la deuxième partie des tests qui étaient sur le terrain. On a fait aussi toute une batterie de tests en laboratoire pour évaluer, donc d'abord en laboratoire et ensuite sur le terrain, pour d'abord évaluer les effets vraiment purement techniques des différents dispositifs. Est-ce que ça assiste bien au niveau musculaire, au niveau des amplitudes articulaires, du ressenti de l'effort, de la posture, sur des opérations, sur des tâches simulées, et puis après de vérifier sur le terrain si cette espèce de modèle qu'on a fait en laboratoire se vérifie. Et donc ce qu'on a observé, c'est que globalement les exosquelettes ont vraiment un intérêt sur le ressenti de l'effort d'une part, et sur l'activité musculaire d'autre part, et essentiellement au niveau des membres supérieurs. C'est là en tout cas qu'on a observé les plus gros bénéfices. Et aussi un intérêt, et ça c'est ce qui était marquant, c'est un intérêt des professionnels pour utiliser ce type de dispositif. La contrainte majeure qui s'impose, c'est comment déjà assister à la fois le dos et les membres supérieurs, et comment intégrer, mais plutôt dans l'organisation, l'utilisation et l'usage de ce type de dispositif. Parce qu'à la base, la question qu'on s'est posée, c'est le premier frein, c'est quelle va être la perception du professionnel, mais aussi du client bénéficiaire par rapport au dispositif. Et on a été agréablement surpris de voir que, de manière générale, les deux parties sont plutôt favorables à l'intégration de ce type d'outils, de ce type de solutions, lorsqu'elles sont présentées, en tout cas avec un discours qui est assez, et ça on y reviendra peut-être sur toutes les modalités d'intégration, mais un discours qui est vraiment penché et orienté sur l'amélioration des conditions de travail et la diminution de la contrainte physique. Et que ce soit les bénéficiaires ou les professionnels ont bien accueilli cette solution. Il y a donc des effets positifs sur l'activité musculaire et sur le ressenti de l'effort. Et ce qui reste à lever aujourd'hui, donc, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ce type de solution dans les pratiques. Est-ce que alors c'est comme ça qu'on s'oriente plutôt, ce dispositif va plutôt
par professionnel et pas forcément par solution. Mais il reste des questions, notamment comment on gère l'entretien, comment est-ce qu'on gère les déplacements, comment est-ce qu'on gère l'entretien et de manière générale l'utilisation et l'assemblage donc des deux assistances. Merci Thomas. Ce que tu nous présentes, c'est très clairement la grosse difficulté aussi que vous voyez bien, c'est que derrière l'ajustement technique, derrière la qualité technique, derrière l'efficacité technique, il y a toute la question. Alors j'aime pas le terme d'acceptabilité parce que moi je l'aime pas du tout parce que ça veut dire que c'est descendant. Mais c'est comment est-ce que de façon interactive, on peut faire en sorte que les utilisateurs, qui là en plus sont le plus souvent des utilisatrices, non seulement acceptent, demandent, intègrent globalement à leur pratique, et ça c'est effectivement la question qu'on verra après. Alors son étude est précieuse, donc on avait fait un résumé, mais peut-être qu'un peu plus sera accessible. Donc merci Mathieu. Et oui, c'est d'autant plus important que le secteur est en tension, que quand vous regardez, si vous voulez, dans les différents départements ou régions de France, on sait que c'est un métier qui manque globalement, qui manque de personnel, sur lequel il va y avoir de plus en plus de besoins parce que la population vieillit de plus en plus et que les tensions sont vraiment très importantes. Donc cette question-là, encore une fois, bien intégrée à d'autres types d'approches, c'est vraiment très utile. Merci Mathieu. Alors, on va en avoir un exemple, et si vous voulez bien, ça va être à vous maintenant, Clémence. Donc, docteur Clémence Tellier. Alors, on a deux Tellier aujourd'hui, donc ça se prononce pareil, mais c'est pas écrit pareil. Vous avez un H, hein, donc c'est tout à fait important. On ne sait pas si c'est un instrument physique ou autre. Et puis, donc, c'est avec Anaïs que vous avez pu bénéficier de ça. Et donc là, j'ai montré. Alors, c'est pas les photos de Clémence, mais c'est les photos du métier et du métier de dentiste, et vous voyez tout de suite le métier de dentiste, c'est que vous n'êtes pas debout, vous êtes debout mais vous n'êtes pas tout droit, quoi. Donc voilà. Alors comment vous êtes arrivé à ça? Alors, si je peux me permettre, techniquement, le micro, pour que on puisse à la fois prendre des photos, c'est pas devant la bouche, mais c'est appuyé sur le menton, c'est le plus pratique. Comment j'en suis arrivée là, en fait, un peu par un concours de circonstances. Il se trouve que mon père regardait les informations au moment où il y avait un reportage qui passait sur un utilisateur de l'exosquelette, donc sur un maréchal Ferrand qui l'utilisait. Et à cette époque-là, depuis peu, j'avais ces douleurs lombaires qui commençaient quand même vachement à m'handicaper. Et donc, on a contacté l'entreprise qui a le siège social, je crois. Enfin, c'est ça, c'est le siège social qui est juste à côté de là où je vis. Donc on s'est déplacé, on s'est rencontrés, et hasard des choses, une étude clinique était en cours ou allait être en cours. Et donc du coup, j'ai été intégrée dans cette étude pour pouvoir porter le dispositif, voir comment ça allait s'intégrer dans mon activité. J'avoue que j'avais quelques appréhensions au départ, de savoir est-ce que ça allait pas être trop encombrant, est-ce que ça allait pas me bloquer dans mes mouvements, est-ce que ça allait pas être un frein. Et le fait d'avoir eu cette étude qui a duré un mois et demi, m'a quand même beaucoup rassurée. J'ai pu voir clairement les bénéfices que je pouvais en avoir, parce qu'il y avait d'abord les 2 premières semaines on portait pas, après on reportait plus. Donc vraiment pouvoir mesurer la douleur à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Et c'est là où j'ai vraiment vu que ça a été particulièrement bénéfique. Après, mon activité moi personnelle est un peu particulière. Je ne soigne que les enfants, donc les contraintes musculaires n'en sont que décuplées de par les positions de torsion. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je n'aurais pas cet exosquelette. Je pense que, comme Mathieu en parlait tout à l'heure, des arrêts et des absences liées au TMS, j'en aurais eu de nombreuses sans cet exosquelette. Merci Clémence. Alors là, on a vraiment, je dirais, en vrai, on peut la toucher. Hein, c'est pas que une image, c'est pas que une photo. C'est quelqu'un qui a, en fait, qui en même temps a fait une démarche individuelle. Je veux dire, c'est votre démarche individuelle. L'occurrence, c'est, il y a eu un reportage, et donc voilà, il y avait la lumière de la télé. Et où est-ce que je peux trouver une solution? Ça, c'est on est là-dedans. Alors peut-être vous pouvez dire 2 mots, Anaïs, là-dessus. On est là-dedans en prévention. Enfin, dans ce cas-là, en prévention tertiaire quasiment, puisque vous aviez qui s'est déclaré finalement tardivement après vos études une lombalgie qui pouvait vous empêcher complètement de fonctionner.
Oui, on sait que dans le secteur du soin, c'est 31% des accidents de travail et des maladies pro qui sont associés au secteur du soin et de la prise en charge des patients. Donc c'est des métiers qui sont largement sollicités. On pense effectivement aux personnes qui font du soin à domicile, aux infirmières, aux aides-soignants dans le milieu hospitalier, mais il y a effectivement tous ces métiers de la dentisterie, de la chirurgie, où on est debout, où on est penché et où on sollicite fortement son corps pour prendre soin des autres. Et c'est des métiers aussi qui demandent de la précision dans le geste. On peut pas se tromper quand on a les mains dans la bouche d'un patient ou dans le corps en train d'opérer. Effectivement, on a besoin d'une précision qui est chirurgicale et millimétrique. Et effectivement, il faut avoir des solutions aujourd'hui qui vont s'intégrer pleinement dans ces métiers du soin, à la fois pour prendre soin de la personne, du soignant, mais aussi le faire accepter par le patient qui va voir cet équipement. Là, c'est un peu particulier en plus pour Clémence, parce qu'effectivement, c'est des enfants, donc c'est vraiment ça peut être vraiment très petits. Donc, comment c'est perçu l'exosquelette pas faire trop robot, pas que ce soit trop encombrant, pas que ça fasse peur aussi. Ouais. Là aussi, encore une fois, le summum des défis, mais et en même temps, et donc ça va être là. On va demander aussi là maintenant à Nicolas. Nicolas, toi, donc, je veux dire, quand on s'est connus, tu étais en train de bien peigner, si on peut dire, tous les cas d'utilisation possibles et les besoins d'utilisation possibles à la Poste. Et ensuite, tu as évolué pour justement aider, avoir une activité donc en Suisse, essentiellement aider à choisir les bonnes solutions, intégrer éventuellement à d'autres, et notamment, tu me parlais, c'était l'un des premiers trucs, d'expériences que tu avais dans des milieux justement de soins et de soins d'enfants ou d'autres. À toi là maintenant. Merci Nicolas d'être là. Alors merci. J'ai en effet 2 cas d'application aujourd'hui, j'ai envie de dire réussis, en tout cas où il y a des bénéficiaires qui sont contents d'avoir ces outils d'aide dans les soins médicaux à domicile dans un des départements suisses. Donc le modèle d'application que j'utilise, c'est souvent pour le côté préventif de partir sur des modèles passifs, moins intrusifs et qui permettent une adhésion, je dirais, plus rapide. Et puis ensuite de faire ponctuellement avec des modèles actifs des intégrations sur des pathologies ou sur des douleurs ou sur des difficultés existantes. Je crois pas que ça vaut la peine de revenir beaucoup là-dessus. Donc la Suisse et la France, je crois que c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes gens à soutenir. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Clémence, alors moi j'ai pas d'expérience encore dans tout ce qui est dentiste, mais il y a un neurochirurgien à Genève qui s'appelle Renato Gondard, vous le trouvez sur LinkedIn. Il a parlé lui-même de révolution ergonomique, donc c'est au travers d'un concours de circonstances que j'étais amené à rencontrer ce chirurgien. Et puis alors vraiment, là aussi, c'est pas sur une chaise, mais enfin c'est sur une table d'opération avec des assistantes ou des assistants qui n'ont pas toujours la même taille, donc pour qui que ce soit, ce sera un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Et là vraiment, il a été ravi. Et c'est pas toujours, je dirais, la population des chirurgiens ou neurochirurgiens, c'est pas les plus faciles à prendre avec, donc ça m'a réjoui. Et puis dans le care, si on le prend dans le sens un peu plus large, quelque chose aussi un milieu auquel je m'attendais pas, c'est le milieu de la petite enfance, l'éducation. Et j'ai eu maintenant vraiment trois situations différentes où il y a vraiment eu malheureusement chaque fois des pathologies qui a fait qu'on a fait appel à moi. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Ces petits enfants, ils ont tous des tables très très basses. Donc respectivement, c'est souvent des dames, elles doivent s'agenouiller, mais c'est pas vraiment à genoux, donc c'est dans des postures qui sont très inconfortables, très inadéquates. Et puis on agit encore sur un deuxième facteur de risque, j'ai envie de dire. Et on parlait le dernier forum de l'humain. Quand on a une dame qui a un enfant qui pleure, qu'elle ait mal au dos ou pas, elle le prend. Et elle va encore amplifier la source de risque. Donc je m'y attendais pas, mais il y a vraiment bien des solutions à avoir dans ce milieu-là aussi. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qui se disait
par rapport à la gestion et l'entretien d'un parc pour tout ce qui est dans les soins à domicile ou quand il y a des situations qui changent beaucoup. Moi, j'essaye de mettre différentes institutions de la petite enfance, je dirais, ensemble, pour qu'ils puissent imaginer une gestion et un parc commun qui on pourrait mutualiser les besoins, et c'est peut-être des pistes à saisir pour autant que les uns et les autres aient envie de discuter ensemble. Merci. Et là, ce que tu soulignes là, c'est très important parce que s'agissant de technologies neuves et en même temps de besoins qui finalement sont un peu neufs, relativement récents dans l'économie du travail, si on peut dire, le fait de pouvoir non seulement fédérer après pour descendre une pédagogie, mais faire parler l'ensemble, plusieurs acteurs, un peu ce qu'on fait là, mais de façon cette fois-ci plus intense que vous pouvez faire là, c'est absolument essentiel parce que c'est ça qui effectivement permet d'abord de prendre conscience que les besoins sont pas uniques et que on a le même type de problématiques et autres, et que on construit et on adapte. Moi, c'est ce qui m'a frappé, si vous voulez, au moins dans les deux qui sont à la table et dans ce que toi tu faisais aussi, c'est que les choses s'adaptent, c'est-à-dire la conception des équipements et leur mode d'intégration, parce qu'en fait, on parle de conception, mais c'est tout au long, en fait, de la vie de l'équipement qu'on le suit, ce que tu soulignes très très bien, merci. Et alors, il y a d'autres utilisations, si je peux me permettre, elles sont dans ton dos là, mais on en parlera globalement tout à l'heure, et qui sont des utilisations, je veux dire, industrielles ou professionnelles plus classique, mais là on essaie de se centrer sur les métiers et les attitudes. On verra tout à l'heure les attitudes qui. Alors, on va poser la parole, si je peux me permettre, il y a du bruit, c'est pas grave. À Frédéric Hédon. Alors lui, le grand intérêt, si je peux me permettre, c'est que il est sur toute la ligne. Et toi, je vais pas dire que tu t'autorises tout, mais t'as raison. Tu es pas seulement sur la prévention primaire, et c'est là où on voit finalement éclater c'est que tu t'occupes finalement des travailleurs, des salariés qui sont les salariés de l'université Picardie-Jules Verne, de façon très personnelle, et c'est toujours une approche perso qui ensuite il peut généraliser. Son approche est assez géniale. À toi, Frédéric. Et nous, c'est plutôt une démarche individuelle. La première personne qui a été équipée, c'est sur ces deux photos-là, c'est une enseignante chercheuse. Donc on n'était pas vraiment encore sur l'exosquelette, mais c'était de l'assistance. Donc là, c'était un dispositif médical pour une personne en situation de handicap qui ne pouvait plus porter les éprouvettes parce que ça faisait 25 ans qu'elle fait des manips sous Sorbonne. Suite à un problème de santé, elle pouvait plus les tenir, elle les lâchait. Et donc avec elle, on a trouvé cette solution d'assistance musculaire. C'était le point de départ de notre travail. Donc c'est vrai qu'on fait un travail très individualisé. Et ensuite, on a eu une multiplication des pathologies professionnelles en tendinopathie des épaules. Et on a eu des personnels qui ont été opérés. Et à ce moment-là, avec eux, on leur a proposé nos premiers exosquelettes. Alors, je sais pas si on a... Ouais. Ce dispositif-là, c'est pour les épaules qu'on a commencé à travailler sur les exosquelettes des membres supérieurs, exosquelettes passifs. Ensuite, grâce à cette démarche très individualisée à l'écoute des agents, on a pu aller en prévention primaire cette fois. Et grâce à un financement du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, on a repéré un certain nombre d'agents volontaires, 8 personnes volontaires à l'usage de ces dispositifs, volontaires qui avaient déjà vu leurs collègues utiliser cet exosquelette, collègue qui a servi à la promotion de l'usage. Ensuite, donc, on a fait des mini-ateliers, des formations, et bien sûr, on les accompagne et on continue à les accompagner. Là, ces derniers jours, je continue là, à 3 ans d'usage. Est-ce qu'ils les utilisent toujours? Est-ce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient autonomes dans leur utilisation? C'est pas le hiérarchique qui leur dit d'utiliser, c'est eux qui décident pour telle ou telle tâche. Et le réglage aussi, c'est eux qui se sont vraiment appropriés l'outil. Et on a continué le développement de cette activité. Ah oui, il y a Frédéric qui est là, Frédéric Tellier. Donc tout ça, c'est avec un accompagnement dans le laboratoire de Frédéric où on teste nos exosquelettes. D'ailleurs, les premiers agents équipés ont été testés dans son laboratoire. Donc on a continué pour d'autres pathologies, puisque le point de départ, c'est toujours une situation de handicap.
Donc on est passé aux exosquelettes du rachis cette fois, et ça c'était depuis l'apparition des premiers exosquelettes dans ce type en 2023, donc dont on les a mis en œuvre en 2024, toujours avec un accompagnement du laboratoire du professeur Tellier à l'Institut Ingénierie de la Santé de l'Université de Picardie, et on continue, bien sûr, il y a l'aspect, en fait, l'accompagnement, il y a une co-construction, c'est à la fois de l'équipe médicale, du psychologue du travail qui nous accompagne lors des formations, de l'équipe de Frédéric avec les étudiants du master, et puis les personnels. Et là, on en est au stade où c'est maintenant les agents qui nous les demandent. Ouais. Là, c'est génial. Hein. Merci Frédéric. Alors, oui, ce qu'on aime bien, si je peux me permettre, c'est que ça, au début, pour nous, t'étais un peu une espèce d'ovni, parce que les premiers qui se sont occupés d'exosquelettes, c'était essentiellement, j'allais dire, des experts de biomécanique, c'était des ergonomes. La difficulté, si je peux me mettre, qui continue globalement là maintenant, c'est effectivement d'intégrer l'ensemble de disciplines. Et ce que tu dis, le vrai signe de réussite, c'est quand les gens demandent. Alors, toutes les boîtes peuvent pas faire ça. Et moi, je me souviens de la discussion récente que j'ai eue avec des très gros et qui nous disent, nous, c'est pas une réponse au cas par cas qu'il nous faut, c'est une réponse massive. Et donc, peut-être, justement, ce sera la question qu'on posera à Kevin tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut faire cet équilibre entre, il faut pas forcer, mais en même temps, quand on a des populations importantes, je dis notamment partout en France, hein, les populations au travail vieillissent, et donc il faut pouvoir le faire avant qu'ils aient mal, et donc ne pas être qu'en prévention tertiaire, qui est déjà vachement bien, mais vraiment en prévention primaire. Et ça, c'est vraiment le signe, et c'est la difficulté là-dessus. Merci, Frédéric. Vas-y. Ouais. Attention, il y a des échecs. Hein. Bien sûr, on a des agents qui acceptent, qui sont volontaires, qu'on forme, qu'on accompagne. Puis au moment de l'accompagnement, on voit qu'il y a un échec de l'usage. Tout le monde n'est pas prêt à être autonome avec ce type d'outil. On peut pas le généraliser. C'est pour ça que l'individualisation, l'autonomie, le suivi, la co-construction avec l'usager, l'utilisateur, c'est très important parce qu'il faut accepter que certaines personnes n'en utiliseront jamais ou peut-être pas le bon modèle. On a eu un échec sur un agent, pourtant tout s'était bien passé, la formation, etc. Et au moment où on a voulu lui fournir l'exosquelette, il a refusé. Mais l'histoire n'est pas terminée. Peut-être je vous raconterai après la suite de cet agent que j'ai revu, où on en est avec lui maintenant. Ouais. Ça, bravo, c'est très très bien. Alors, si je peux mettre, on est très content, pour ça que je te saute dessus. Si je peux me permettre, à chaque fois qu'on a un UX Forum exosquelette, c'est aussi pour essayer de convaincre, pour vous dire et pourquoi les grandes structures. C'est que ça n'est pas, bien sûr, quand on a, j'allais dire 100 000 personnes, ou même quand on a 20 000 ou 6 000, on a envie de solutions, j'allais dire globales, de solutions d'ensemble. C'est vrai, mais encore une fois, ça sera vrai, c'est-à-dire que l'acceptabilité elle est toujours progressive et toujours avec une attention extrême à la personne comme tu le fais. Juste peut-être de ton côté, si tu peux peut-être te lever qu'on te voit et que moi je puisse faire une photo aussi. Oui, donc c'est très intéressant ce qui a été dit. Et il y a plusieurs choses qui sont là. C'est que manutentionner une caisse dans une entreprise ou avoir un exo pour un opérateur, on doit régler une des problématiques qui est les contraintes physiques liées au poste de travail. Dans le domaine du soin, on se rend compte qu'il y a un autre élément. C'est pas une caisse qu'on manipule, qu'on mobilise, c'est une personne humaine. Et mobiliser une personne, c'est complètement différent de manutentionner une caisse. Ça change tout. Il y a une notion de relation de service qui doit primer par rapport à tout ça. Et que permet l'exosquelette? L'exosquelette permet à un moment donné d'enlever un coefficient dans l'équation. C'est-à-dire que la personne, pour être dentiste par exemple, je dois maintenir une position, je dois faire attention à ma gestuelle, etc., etc. Mais tout l'effort que je fais, qu'il soit conscient ou inconscient, pour maintenir cette position, c'est un effort aussi mental qu'on ne peut pas avoir pour faire le travail. Donc si on arrive à enlever une partie de l'effort pour maintenir une position, pour faire une gestuelle, on peut faire un travail qui sera peut-être encore de meilleure qualité, mais qui sera de toute façon différent. On retrouve ça beaucoup avec l'aide aux soins. Moi, j'ai beaucoup travaillé une trentaine d'années sur des formations à la mobilisation de patients. J'ai inventé plein de méthodes de manutention. Je me suis éclaté à faire ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'équation qui va permettre de mobiliser différemment.
L'anecdote que je sors toujours, une personne qui pesait à peine 50 kilos, technique de la chaise, à l'époque on faisait ça, et ben c'était un calvaire pour la mettre au fauteuil, tout simplement parce que la personne était raide, mais tellement raide on avait du mal à la plier. Et en fait, une fois qu'ils l'ont mise au fauteuil, cette personne, ils lui ont mis ses lunettes. Alors, avec une épaisseur de verre, je vous explique même pas. Et au moment où ils lui ont mis ses lunettes, il s'est détendu. Parce qu'il voyait. Cette personne, on lui met les lunettes avant de le manutentionner. Avant de le porter. Parce qu'il serait détendu et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc là, c'est vrai qu'avec la logique des exos, ça permet d'avoir un regard différent sur la relation. Je discutais avec des fabricants d'exosquelettes qui me disaient que ça avait été testé justement dans le milieu hospitalier et que effectivement le patient s'en rendait compte que c'était différent et que c'était même mieux pour eux. Donc il y a un vrai atout de cette technologie, mais quelles sont les contraintes, quels sont les besoins et comment tout ça s'accompagne. Et dans cette notion de relation de service, ce qui est important aussi, c'est ce que tu disais, c'est il y a un accompagnement à avoir. Ça change la façon de travailler. Et si on change la façon de travailler, c'est parce qu'on va pas la changer maintenant et ça bouge plus. Le travail change constamment. Une personne, un jour, elle peut avoir la marche, le lendemain, elle peut avoir que l'appui et le surlendemain, ne plus avoir l'appui du tout. Ça veut dire qu'on doit complètement s'adapter à cet état de fait, l'état de la personne, et on doit travailler là-dessus. C'est hyper important. Encore plus avec l'exosquelette, parce que ça nous permet un regard différent. Merci de cette précision, tout à fait, c'est plus qu'une précision, c'est tout à fait fondamental et ça montre à quel point, d'ailleurs encore une fois, on peut pas saucissonner non plus les attitudes et les attitudes au travail et à quel point, la question à la fois de l'émotion, de la dimension mentale est première. Si vous avez un peu de temps et comme vous êtes là, on vous l'enverra aussi. On avait hier une fille tout à fait exceptionnelle qui venait de Belgique, pour vous dire les choses, qui est prof d'université sur les dimensions neuroémotionnelles, sur les dimensions neuroémotionnelles de la douleur. Souvent, la question de la douleur n'est pas vraiment prise en compte, ou en tout cas, elle est plutôt prise en compte à titre de médicament. Donc voilà, on répond à un symptôme par quelque chose qui peut le retirer. Et en fait, on voit bien à quel point, et je dirais dans vos deux explications, donc à la fois Frédéric et vous tous, à quel point la question de la charge mentale, mais en même temps, ça peut être aussi le plaisir mental du service, et c'est quand même à ça qu'on doit essayer d'aboutir. Là, on est beaucoup, et souvent, c'est un peu le problème de la prévention. C'est pour ça que, moi, j'aime pas le terme de prévention. Nous, on dit plutôt le terme de prévenance. Parce que vous savez, prévention, anciennement, peut-être pas dans vos générations, mais quand on disait un prévenu, c'était un mec qui avait des menottes en gros. Bon, et avoir de la prévention contre quelqu'un, c'était pas le renifler très bien. Donc là, et ce qui est important, c'est de positiver de ce côté-là. Je crois que c'est bien ce que tu nous as montré, et de dire que l'extrême tact avec lequel les uns et les autres vous abordez les problématiques qui sont pas les problématiques, qui sont des gens, et c'est génial. Donc on est très fiers et très content de vous et très content de vous écouter sur tout ça. Voilà. Donc alors maintenant, on va en venir, parce qu'encore une fois, tout ça, ce que tu disais, toi, tu as commencé par exemple avec dans un milieu hospitalier, dans un milieu d'accompagnement de personnes. Après ça, tu as été plutôt sur des activités, maintenant essentiellement sur des activités de maintenance. Je dirais que finalement, il n'y a pas grande différence entre un métier du care et une attitude de care. Et je veux dire là aussi, donc dès la conception, mais aussi dans l'accompagnement. Comment vous faites et comment vous faites là-dessus? Donc Kevin, à toi de piquer un micro à un voisin s'il y en a un quelque part. Voilà. Kevin donc est le fondateur. J'ai dit quand j'ai connu, t'étais dans un comme ça, t'arrivais avec notamment notre ami à toi. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que la conception et la prise de conscience sur les différents métiers, chaque métier est différent, chaque personne est différente. Concevoir un exosquelette, c'est prendre en compte tous ces paramètres-là pour que derrière ça soit accepté, même si c'est pas le terme apprécié par tous. C'est vraiment l'intérêt que ça reste pas au placard. Là, on a un cas qui est intéressant. On parle de care, mais on parle aussi des liens avec le patient, mais on pense pas à ceux aussi qu'on voit pas en lien avec les patients. C'est les personnes qui vont s'occuper de tous les linges des hôpitaux par exemple, donc le côté blanchisserie dans les hôpitaux, logistique au niveau des médicaments.
En fait, il y a plein d'activités qu'on voit pas dans un hôpital, mais qui sont quand même fondamentales pour faire tourner un centre hospitalier ou un EHPAD et plein d'autres structures liées au care. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait accompagner tous les métiers où il y a nécessairement besoin de transformer le travail. Il faut pas le faire que par un exosquelette, un produit. Il y a plein d'autres solutions. Pour concevoir ces produits-là, il faut comprendre le métier. Il faut pouvoir échanger avec les personnes du terrain. Je pense que c'est primordial pour concevoir des exosquelettes qui fonctionnent. Et après les concevoir, il faut les intégrer. Et pour bien les intégrer, il faut être au plus proche des personnes qui les utilisent, comprendre leur métier s'ils n'ont pas été pris en compte en amont de la conception. C'est compliqué pour un concepteur de connaître tous les métiers du monde, on en découvre tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Et pas oublier qu'on est là pour les humains et pas spécialement pour les tâches qu'ils exécutent. Donc bien centrer, c'est Lionel qui le dit souvent, c'est centrer le développement pour l'humain et pas pour ce qu'il fait. Bravo et merci de le dire ça, mais je dirais non seulement de le dire mais de le faire. Et on vous posera un peu tout à l'heure la question à vous côté, constructeur, c'est comment vous arrivez à résoudre cette espèce d'équation impossible entre s'occuper encore une fois une réponse à une situation et un besoin individuel, et puis globalement, il faut quand même, vous n'allez pas faire à chaque fois de l'artisanat total et à chaque fois un seul truc. Donc c'est vraiment la grande différence. Donc comment tu fais là si on passe un peu derrière les coulisses là derrière, donc c'est pas toi qui parles mais un autre, comment vous arrivez, je veux dire, dans ton équipe, parce que t'es pas tout seul dans ton garage, je dirais, pour monter ça, c'est fini la start-up de démarrage. Comment vous faites et comment tu fais? Alors j'ai jamais travaillé dans un garage, mais je travaille dans ma chambre au début. Mais en fait, alors je pense que la chose fondamentale, c'est savoir écouter. Et poser les bonnes questions, que ce soit des personnes du terrain qui ont plein d'expérience dans le métier, ceux qui des fois ont du mal à s'exprimer sur quels sont leurs ressentis, et c'est ça qu'il faut que nous en tant que concepteurs on aille chercher, en plus de tout le côté biomécanique, comprendre toutes les articulations, les conceptions fondamentales du corps humain qui est hyper complexe. Il faut aussi prendre en compte l'humain dans l'intégration dans son métier, le travail avec les autres. On parle du côté patient, mais aussi c'est comment le regard des autres est perçu, le côté handicap, le côté Robocop. On essaye de trouver les meilleures solutions aussi pour faire disparaître ces idées reçues, même si je reprends toujours cet exemple du téléphone. On se moquait des gens qui téléphonaient avec des oreillettes. On se disait mais ils font quoi les gens à parler tout seuls dans la rue, ils sont bizarres. C'est des choses qui évoluent, mais on prend quand même en compte ces choses-là pour, typiquement sur les exosquelettes, les faire apparaître plus comme des habits. On intègre beaucoup de textiles, on essaie de les faire les plus compacts possibles pour qu'on les voit plus ou qu'on les oublie, qu'on puisse les mettre sous des vestes, que ça fasse peut-être pas peur ou à un enfant qui est déjà peut-être pas toujours agréablement sur le poste. Donc l'idée c'est vraiment prendre en compte tout ça et poser beaucoup de questions et s'intéresser vraiment au métier et aux gens. Et si je peux me permettre, merci de pas le perdre sur la durée, parce que la question, comme toujours, mais quand on grandit, grossit, qu'on délègue et autres, les choses deviennent plus difficiles à prendre en compte directement. Donc merci de ces témoignages. De votre côté, Anaïs, cette fois-ci sur les métiers du yaourt, un peu le même type de question. Comment vous arrivez? Alors, je sais que on va pas dire combien d'heures vous travaillez par semaine, parce que je pense que ça serait pas bien et que vous seriez en prison. Mais pas tout le temps. Mais voilà. Comment vous arrivez à concilier tout ça, et justement à accompagner le développement de votre structure, parce qu'il faut vivre, et en même temps en étant toujours à l'écoute? Alors, nous, on a eu un parcours un peu particulier parce qu'on a d'abord développé un exosquelette pour solutionner une problématique qui était une problématique de lombalgie. Donc, qui n'a pas été pensé pour une tâche, mais qui a été pensé pour, en fait, les problématiques lombaires. C'est seulement après qu'on est arrivé dans le monde du travail et qu'on a commencé à intégrer l'exosquelette sur des postes de travail qui présentaient des fortes contraintes. Et en fait, nous, notre itération et nos itérations d'innovation, elles se font par les retours du terrain, tout simplement. Il n'y a pas de meilleurs innovateurs que les gens qui portent les solutions.
L'innovation, elle vient de partout et surtout de ceux qui les utilisent au quotidien. Donc, on a des protocoles de suivi qui nous permettent en fait régulièrement d'aller au contact de nos utilisateurs et de leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans l'exosquelette, comment est-ce qu'ils verraient une amélioration dans l'exosquelette. Et puis on compile tout ça. Et puis une fois par mois, on arrive à la R&D et puis on prend l'annuaire des recommandations et on se dit voilà à quoi est-ce qu'on va s'attaquer maintenant, de quoi est-ce qu'on aurait besoin, de quoi est-ce que les utilisateurs auraient besoin pour que ça devienne plus confortable, que ça devienne plus simple à intégrer au quotidien, que ça devienne plus simple dans la maintenance. Et c'est tout ça qui nous fait évoluer. Et tout ça, ça demande de l'individualisation du suivi et de l'intégration d'exosquelettes. On doit avoir une structure un peu standardisée pour se dire voilà, on a des points récurrents où on va aller chercher l'information. Mais quand je prends un opérateur en usine qui travaille de 8h à 18h, c'est plutôt facile, c'est du lundi au vendredi, on sait quand est-ce qu'on peut l'appeler. Mais quand on veut intégrer un exosquelette sur un soignant qui parfois fait des gardes de 24 heures, puis 2 jours ne travaille pas puisqu'il est de repos de garde, et puis qui va retravailler 3 jours, on peut pas lui dire tu dois porter l'exosquelette chaque jour au début pendant 1 heure, parce qu'elle travaille pas du lundi au vendredi tout simplement. Et faut savoir faire preuve d'agilité et s'adapter. Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que nous, on s'adapte à votre travail pour qu'on puisse suivre votre activité et s'adapter à vous, tout simplement? C'est pas eux de s'adapter, c'est l'inverse. Ça veut dire ce que vous disiez tous les deux là, Kevin et Yonal et tous, c'est qu'effectivement, vous développez des produits extrêmement sophistiqués, mais ça reste une activité d'abord de service, parce que ce qui compte, c'est effectivement la réaction et l'intégration par l'utilisateur. Alors on va continuer. Moi j'aimerais bien, Yonel, qu'on t'entende. Toi, si tu veux bien, là maintenant, je dirais que justement sur la longueur, c'est-à-dire que sur le temps, comment tu as vu évoluer les choses, toi t'occupant essentiellement, donc peut-être on peut le redire, au sein de SNCF. D'abord tu es ergonome de formation, et au sein de SNCF tu as occupé beaucoup de l'intégration, ça, pour la maintenance. Comment tu vois, je dirais, le tout, c'est-à-dire à la fois les utilisateurs, mais aussi la structure sur qui est une grosse maison, si je peux me permettre, sur l'intégration de ces questions-là. En fait, c'est un croisement de plusieurs évolutions. Il y a l'évolution des produits. On est passé des produits fabriqués dans des garages qui sont faits, peu importe. Les résultats sont mitigés. Globalement, ça fonctionne pas si mal que ça, mais ça pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Donc, c'est des produits qui restent pas sur le marché. Et on a passé par des produits après développés par des ingénieurs. Généralement, c'est bien réalisé, mais l'humain, c'est pas leur truc, donc il y a des manques. Après, on est passé avec des produits fabriqués toujours par des ingénieurs, mais ils ont eu l'intelligence de faire appel à des ergots et des biomécas, et qui fait qu'on a des produits qui sont quand même bien, mais qui sont spécifiés pour une fonction, pour un utilisateur, pour un métier, une tâche, peu importe. Et puis maintenant, on commence à voir arriver des produits où là, effectivement, JAP eux sont démarrés par ça, centrés sur l'humain. Moi, c'est mon message depuis 3-4 ans. Je développe dans ma thèse une méthode de conception centrée sur l'humain où je me fiche complètement. Je t'arrête 30 secondes, ça fait un peu plus que 3-4 ans, comme le temps passe. Oui, c'est vrai que ça fait presque plus de 10 ans maintenant. Et en fait, pour moi, c'est hyper important d'arriver à s'occuper que de l'humain. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'assister une articulation. Parce que si j'arrive à assister l'articulation, quand je l'utilise pas, je suis pas assisté. Par contre, peu importe le travail que je vais faire, je vais être assisté. C'est le credo de l'exo corps complet que je développe en partie dans ma thèse, où en fait je travaille articulation par articulation, et maintenant je suis au service médicaux, donc avec les médecins du travail. Mon objectif, c'est de pouvoir permettre aux médecins du travail qui me disent j'ai un agent qui a un problème de poignet, qu'est-ce que tu me proposes? Problème d'épaule, qu'est-ce que tu me proposes? Et pas avoir forcément un exo complet, sauf si sur le marché on trouve une référence, mais de fabriquer sur mesure par rapport à une problématique, par rapport à mes briques techno. Et ça, c'est un peu l'objet de ce que je veux faire. Et pour finir, les établissements chez nous à SNCF ont énormément progressé
Avant, ils achetaient des exos, ils me disaient ça marche pas, c'est pas terrible et j'en veux pas. Maintenant, les établissements, ils ont fait des études de poste, ils ont analysé les contraintes, etc. J'ai validé 70 exosquelettes au contrat cadre de la SNCF avec plusieurs de la même catégorie d'assistance qui permet de choisir par rapport à ça. Et donc, il y a des vraies démarches qui se mettent en œuvre dans les établissements. C'est très très long. Nous, on a une inertie la SNCF qui est monstrueuse. Dans les exos, c'est encore pire. Mais on progresse encore et encore. Et on voit bien. Alors là, ce qui est tout à fait frappant dans ce que tu dis, alors notre Frédéric, il y a le Frédéric 1er et le Frédéric 2, ou alors on les prend dans les deux sens, hein, ça dépend, ça peut être autre. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'arrivée, je vais vous dire, des médecins du travail dans le système. Et ça, c'est précieux, on est content. Il n'y a pas que dans la vie, mais c'est bien que les choses puissent être travaillées de concert et être, j'allais dire, une forme de double analyse, non seulement une double prescription médicale devant laquelle on a beaucoup de révérence, mais aussi une analyse des choses. Alors, et puis alors on a un troisième facteur d'analyse, donc la chaise t'attend là-bas avec un non, c'est bon, avec un voilà. Frédéric Tellier, donc ingénierie de la santé et de tout un tas de choses, et donc tu formes des étudiants là-dessus. Comment toi, je dirais à la fois la problématique exosquelette et puis cette question-là, comment ça se présente là maintenant et avec tes étudiants, parce qu'on voyait bien avec Frédéric Tellier, c'est que vous avez l'intérêt de travailler à la fois en opérationnel, en enseignement et en recherche. Bonjour à toutes et à tous, oui, ça fonctionne. Merci Anne-Marie une nouvelle fois pour ce colloque. Donc nous, ce qu'on a vu en fait, moi je forme des étudiants en gros qui sont des étudiants en master en ingénierie de la rééducation ou des ergonomes pour la prévention des risques en entreprise. Depuis 10 ans maintenant, ce qu'on voit arriver au travers du travail qui est demandé par les entreprises, c'est comment on intègre les exosquelettes dans les situations de travail. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, les demandes qui me sont arrivent sur des fonctions du care, et particulièrement, là, depuis 2-3 ans, on travaille avec les endoscopistes. Et les endoscopistes ont une vraie problématique, c'est qu'il y a une évolution de l'endoscopie où avant, ils faisaient que du diagnostic. Et donc, globalement, ils utilisaient un endoscope pour voix basse ou voix haute et ils regardaient simplement. Et puis, les procédures duraient relativement peu. C'était 10 à 15 minutes. Et maintenant, les endoscopistes, un truc tout bête, font de l'endoscopie, ils font des dissections sous muqueuse. C'est-à-dire que c'est une chirurgie mini-invasive. Et là, ça dure beaucoup plus longtemps. Et maintenant, les volumes augmentent de façon considérable. Et les chirurgiens endoscopistes ou les chirurgiens digestifs de façon générale, et on parlera juste après des dentistes également, eh ben, on voit qu'il y a une prise de conscience parce que 70 à 80% d'entre eux commencent à avoir des douleurs importantes et qui vont les limiter fonctionnellement dans leur activité. Et pour les plus anciens, les plus vieux, c'est un peu compliqué d'aller sur l'ergonomie, la prévention des troubles musculo-squelettiques et les exosquelettes. Par contre, les jeunes qui sont entre 30 et 40 ans, qui ont une expérience, qui ont dû acquérir une formation experte et qui commencent à avoir des douleurs, qui se disent mais attends, moi j'ai mis 15 ans à apprendre cette gestuelle-là, et si je peux plus travailler, ça veut dire que globalement il y a une valeur ajoutée qui est perdue, et qui est perdue pour tout le monde, le soin, la santé, le système économique, et on a formé. Et ce que je vois apparaître là depuis 2-3 ans sur Amiens, c'est qu'on a non seulement les endoscopistes, on a les chirurgiens digestifs qui commencent à être intéressés, et également la fac. Typiquement, il y a de ça 3 mois, la doyenne de l'UFR dentaire qui vient d'être créée sur Amiens depuis 2 ans est venue me voir, alors que ça, ce serait jamais arrivé avant. Et en fait, elle est venue me voir en disant, voilà, moi j'aimerais bien travailler avec toi sur la problématique des troubles musculo-squelettiques. Elle n'est pas venue pour travailler avec nous sur les exosquelettes, mais au final, il y a une littérature scientifique qui est extrêmement importante dans ces fonctions-là, parce qu'à un moment donné, ils bloquent. Et dernier élément juste sur ça également, c'est qu'on voit que les publications scientifiques sur les exosquelettes, avant c'était dans des revues d'ergonomie, d'hygiène et sécurité, voire de médecine du travail. Et ben, la littérature scientifique, par exemple chez les endoscopistes, c'est dans des revues de gastro-entérologie de très très hauts facteurs. En neurochirurgie, c'est pareil. En neuro-interventionnel, c'est pareil. C'est-à-dire que les experts du domaine, les chirurgiens dentistes, les digestifs, ça, intègrent même dans leur recherche maintenant. Ils s'intéressent pas simplement aux problématiques d'endoscopie, mais à leurs propres conditions de travail. Et ce qui est relativement récent.
c'est récent, mais c'est très très symptomatique. C'est que effectivement, on a une diffusion et une poussée en avant très large qui est liée à l'intégration technologique profonde. C'est-à-dire les endoscopies, on dirait que j'ai quoi le rapport avec les exosquelettes, mais en fait total. Effectivement, dans ce type de milieu, on l'a autrement. Alors, idem comme toujours avec la montée en âge. Moi, j'avais adoré, si je peux me permettre, Anaïs, celui que vous citiez, qui était votre maréchal Ferrand, et là, je dirais, c'est aussi les conditions d'exercice qui ont complètement changé. Il est tout seul, alors qu'avant il y avait 2 aides et autres, et 50 balais. Comment je fais pour continuer? En gros, parce que je suis cassé. Voilà. Alors, on est en train d'arriver sur le final. Peut-être une question, remarque dans la salle qui voudrait, parce qu'après je vais leur demander à chacun conclusion. Oui, non. Non. Alors voilà. Alors, vous voyez à quel point on n'est plus en raisonnement produit, on est en raisonnement service. Et on est dans raisonnement quasiment fonctionnement total. Alors, je vais peut-être vous demander, si vous voulez bien, à chacun, une phrase, 10 mots, pas plus. Alors, vous savez que normalement, la phrase parfaite, c'est 14 mots. Donc, vous avez droit à 14 mots. Nicolas, tu as droit à 14 mots. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, je vais simplement rebondir sur les propos de Frédéric. Et puis encore indiquer que récemment... Ça fait plus que 14. Ouais, mais c'est assez intéressant. Ce que je pense, c'est que j'ai fait une analyse ergonomique des places de travail dans une chaîne de montage. Et je pensais que c'était pour trouver des solutions. Et en fait, ça l'était aussi. Mais c'était d'abord pour trouver des solutions pour une nouvelle ligne de production. Et donc, ils ont pris l'ergonomie comme donnée entrante du programme. Ça m'a plu, voilà. Il y a important, ça c'est, on ouvre sur une autre truc qui sera un autre de nos sujets, les datas, les données. Frédéric, de ton côté, 3 mots. Je termine mon histoire de l'agent qui ne voulait pas d'exosquelette passif. Et la dernière fois que je l'ai vu, il est venu avec un dossier pour un exosquelette électrique. On les a essayés, il est équipé. Maintenant, on va le suivre pour voir ce qui va se passer. On a suivi sa demande, on a répondu à son besoin, voilà. À quel point l'adaptation, c'est une question de dialogue et d'écoute mutuelle. Ouais, Anaïs et puis Clémence, allez. Clémence, un mot. Bon. Pour conclure, je sais pas trop quoi dire. Juste moi, par rapport à mon expérience personnelle, j'aurais plus envie de dire à ceux qui se posent la question de l'intégrer dans leur activité, de juste complètement oublier les a priori qu'ils peuvent avoir et de se laisser porter et de tenter. Ah. Ouais, encore il faut réalisme, oublier les a priori. Anaïs? Dans le cas où on sait que la sinistralité elle est importante, juste se rappeler que prendre soin de soi, c'est aussi prendre mieux soin des autres. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Merci. Ouais. Kevin? Moi, je conclurai plutôt sur le côté n'oubliez pas qu'on est des humains. Il faut accompagner le côté autre que le côté physique et les mouvements qu'on va aider. C'est l'humain aussi, ses envies, ses besoins, ses changements. Et ça, il faut pas l'oublier dans l'accompagnement de la prévention, exosquelette ou pas. Ouais, merci. Et je conclurai en conseillant de construire une démarche globale autour de la prévention des risques et de l'intégration des exosquelettes pour que ce soit pas qu'un outil mais une solution globale et où finalement le dispositif s'intègre dans une solution, dans un dispositif plus qu'un outil unique. Pensez global avant de choisir la solution. Ouais. Moi, juste 2 petits messages. Le premier, c'est centré sur l'humain. C'est l'humain avant tout, c'est hyper important. Ça, c'était pour la partie exosquelette. Et le dernier message que je voulais passer, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qu'il faut pas qu'on oublie Benoît, parce que Benoît est en retraite dans une semaine, je crois. Et Benoît a fait partie du premier UX Forum ici. Voilà, c'est pour lui donner un petit peu la balle, parce que il était au début de l'histoire. Et voilà, il part en retraite, il nous lâche. Eh ben, écoutez, alors voilà, merci. Je vous demande alors d'applaudir Benoît et puis de tous les applaudir. Un grand merci. Effectivement, Benoît était la première conversation exosquelette que j'ai eue, c'était avec toi, et longue, et il était sympa parce que moi je savais rien, et c'était génial. Donc merci à vous tous. Et donc la semaine prochaine, vous avez tous badgé. On vous envoie un petit message avec le replay, avec le lien pour le replay, et puis on vous souhaite plein de choses et intégrer tout ça. Merci d'avoir été là. À bientôt.